Du 20 décembre dernier, la CENI avait déjà donné les résultats provisoires. Eh bien, ce lundi 31 décembre, la Cour constitutionnelle a proclamé les résultats définitifs. Ce qu'on peut dire, c'est que le MPDD, le mouvement de Aguiome Kodjo, l'ancien Premier ministre, perd un siège au profit de l'Union des forces de changement. C'est la seule véritable nouveauté, Ibrahim Acha, dans ces résultats définitifs. Oui, effectivement, c'est là où on peut dire qu'il y a eu un peu de surprise. Sinon, le résultat dans l'ensemble, le résultat provisoire proclamé par la CENI, je me dis que au niveau de la Cour constitutionnelle, par rapport à ce qui a été fait ce matin, on n'a pas senti trop de changements, sauf que le MPDD, comme vous venez de l'annoncer, a perdu son siège dans le Vaud. Donc voilà, c'est la petite surprise, il faut parler de surprise. Sinon, dans l'ensemble, je pense que c'est la même chose. Mais pourquoi est-on arrivé vraiment à cette situation pour que le MPDD perde son siège au niveau du Vaud? C'est parce que, selon les informations, l'UFC aurait fait des recours et après calcul et vérification au niveau de la Cour constitutionnelle, on s'est rendu compte que le siège devait être enlevé par l'UFC. Et donc, et comme c'est l'instance aussi qui doit trancher, l'instance a tranché et a affecté le siège à l'UFC. Donc aujourd'hui, l'UFC s'en sort avec 7 sièges, ce qui est, à mon avis, par rapport à la position de l'UFC et par rapport à tous les problèmes que cette formation politique a eu après son accord de brave avec le RPT. Et on peut se dire que c'est une bonne moisson parce qu'on ne vendait pas cher sa peau dès le début de ce processus électoral. Et il faut aussi préciser en même temps que si la coalition avait pris part à ces élections, ça aurait été autre parce que l'UFC, quoi qu'on dise, partout où elle se positionnera, il y aura une contre-campagne contre cette formation, et puisqu'elle est étiquetée comme étant une formation de l'opposition qui a déçu et qui aurait, d'une manière ou d'une autre, s'aborder la lutte héroïque du peuple togolais, c'est-à-dire la lutte pour l'alternance. Voilà, c'est ce que nous pouvons avancer comme élément d'appréciation par rapport aux résultats qui ont été proclamés par la Cour constitutionnelle ce jour. David Agbavi, sur les résultats, RAS, à part le cas MPDD. D'abord, c'est l'une des rares fois où un recours introduit par un parti de l'opposition auprès de la Cour constitutionnelle a abouti. On se rappelle, aux dernières élections, l'opposition avait introduit plusieurs recours qui ont été battus en brèche par la Cour constitutionnelle. Ça dépend aussi des arguments qu'on avance. Oui, c'est pour ça que je dis c'est la toute première fois qu'un parti de l'opposition introduit un recours qui a été validé. Et curieusement, c'est entre d'une formation politique de l'opposition contre une autre formation politique de l'opposition. Ça a été très vite validé. Mais ça relance en tout cas le débat sur la fiabilité des chiffres qui sont proclamés par la CENI. C'est vrai que c'est un travail technique qui est fait au sein de cette CENI, mais il faudrait que cette CENI comprenne que c'est par elle que toute élection peut être une réussite ou un échec. Lorsque la CENI donne des chiffres qui sont rejetés par une formation politique et confirmés par la Cour constitutionnelle, en donnant raison à cette formation politique, ça veut dire que la CENI n'avait pas bien fait son travail en amont. On a fait une élection législative. La CENI a donné un siège au mouvement de Aguiome. Curieusement, l'UFC a introduit une requête sur la base des procès-verbaux qu'il dispose, les mêmes procès-verbaux que la CENI avait utilisé. Voilà. Et on se rend compte que le calcul a été faussé quelque part. Il faut donner un siège à l'UFC.
techniquement, quand vous approfondissez les analyses, vous comprendrez que le calcul a été fait en amont. Aujourd'hui, l'Union pour la République, UNIR, a besoin de compter sur ses partenaires politiques pour véritablement poser les bases des réformes qui sont réclamées ou qui sont exigées par le peuple ou par les partis de l'opposition. Et donc, UNIR n'a pas droit à l'erreur. Et il faut compter sur les partis qui sont favorables à sa politique. Et c'est en cela que je pourrais dire que ce siège a été donné à l'Union des forces de changement. Parce que quand vous faites le calcul, de 6, on est à 7. À 7, l'Union des forces de changement peut composer un groupe parlementaire. Si le règlement intérieur change, hein, parce que pour la législature sortante, c'était 9. Oui, mais à 7, techniquement, l'UFC peut se former en groupe parlementaire en trouvant des alliances. Il y a forcément des alliances qui vont être faites. Et quand vous posez les calculs, vous vous rendez compte que ce siège n'a pas été donné à l'UFC à dessein. C'est un travail technique qui a été fait parce que, comme je le disais, UNIR a besoin de partenaires politiques sur qui il faut véritablement compter. Et l'UFC fait partie de ses partenaires proches pour avoir signé l'accord de 2010 avec le RPT et pour avoir été aussi aux côtés de UNIR dans la gouvernance, dans le gouvernement et dans la gestion des affaires publiques. On a vu les ministres, on a vu un peu de ce que l'UFC avait reçu comme récompense après la signature de cet accord. Mais aujourd'hui, la question qui se pose est de savoir si les choses vont véritablement être faciles à l'Assemblée nationale. On a vu sur quel ton Agbeome avait quitté la Cour constitutionnelle ce matin. Les images avaient parlé d'elles-mêmes. On a senti une certaine nervosité, on a senti en l'homme une certaine colère qui détermine véritablement que les choses ne vont pas bien se passer à l'Assemblée lors de la prochaine rentrée parlementaire. Et ça, il faut faire très attention parce que la braise est encore chaude. Et il faut savoir l'entretenir pour ne pas que cette braise brûle l'investissement qui a été fait lors de ces élections. Il faut faire extrêmement attention. Avec 1 ou 2 députés, vous avez la chance d'être à l'Assemblée nationale. L'important, c'est que vous représentez les désirs des populations qui ont voté pour vous. Faites le travail qui vous est demandé. Pensez d'abord au peuple togolais. Et après, maintenant, vous pouvez penser à vos intérêts. Alors, maintenant, le travail de la Cour constitutionnelle, ça montre quand même que ce n'est pas juste une chambre d'enregistrement et qu'on fait un travail en amont pour revérifier les résultats. C'est ce qu'on a voulu faire savoir aujourd'hui. Vous savez que cette Cour constitutionnelle est contestée. Et la CEDEAO même avait demandé sa recomposition. C'est parce qu'il n'y avait pas, à proprement parler, une certaine confiance, une certaine adhésion par rapport au travail qui est fait au niveau de cette Cour constitutionnelle. On l'a taxé même d'être une Cour constitutionnelle disons, à la solde du pouvoir et que le pouvoir utilise à dessein pour imposer certaines décisions et certaines choses, faire certaines lectures. Typiquement togolaise. Oui, un peu partout, c'est ça. C'est de par sa composition. Et surtout, vous savez que pour pouvoir composer cette Cour constitutionnelle, il y a une part importante, surtout au niveau de la constitution togolaise, qui est liée au président de la République, liée au Parlement et au Sénat et tout ça là. Et quand on parle de tout ça là, voilà. Donc, il y a ce procès-là qui est fait à cette Cour constitutionnelle. Et donc, ça ne pouvait pas nous surprendre. Et surtout que ce n'est pas un siège d'UNIR qu'on a arraché. Donc, à Agbeome, c'est tolérable, ça peut passer. Même s'il pique une colère, comme le disait mon confrère David, c'est que cette colère sera vite éprouvée par les réalités politiques et les arrangements politiques, bien évidemment. Et donc, il va se raviser à temps et je pense que la prochaine Assemblée nationale va essayer de travailler véritablement pour répondre, disons, aux aspirations du peuple togolais, puisque aujourd'hui, lorsque nous parlons de la contestation, lorsque nous parlons du mouvement du 19 août 2017, c'est parti de quoi? C'est parti du fait que les populations ont senti qu'il y avait une façon de bloquer l'avenir du pays, de ne pas aller vers l'alternance, puisque quand vous posez la question au
population togolaise, quand vous posez la question à certains militants des partis politiques proches de la coalition, on vous dit que l'alternance doit ouvrir des voies à une gestion beaucoup plus efficiente de la chose publique, à une gestion qui puisse amener vers l'amélioration des conditions de vie des populations. Donc si, par rapport à tout ce qui se dit au sein de ces militants de l'opposition, on comprend directement que ce qui est recherché, c'est quoi? C'est le bien-être des Togolais. Au fait, c'est ça. Ce n'est pas tant le changement à la tête du pays qui importe, mais c'est comment travailler véritablement pour que les ressources du pays puissent profiter à l'ensemble. Donc, bref, la justice sociale, c'est ce que réclamaient les populations. Et donc, cette nouvelle Assemblée nationale a vraiment ce défi à relever. Il faut travailler pour que les tests constitutionnels, les réformes constitutionnelles puissent amener vers l'alternance et voir dans quelle mesure on peut aussi agir véritablement sur l'action, c'est-à-dire qu'en matière de contrôle de l'action gouvernementale, comment contrôler l'action gouvernementale pour ne pas arriver à des situations où des ministres, disons, donnent des marchés à des entreprises, on décaisse des ressources, on décaisse des fonds, on dit que l'entreprise a utilisé ça pour aller s'équiper. Ou bien on dit, on fait un lancement des travaux pour le bitumage d'une route et quelques mois après, on dit que les ressources qui ont été affectées, on ne les retrouve pas et on va encore pour un nouveau lancement. Vous comprenez, c'est des situations vraiment qui énervent, c'est des situations qui amènent la population à comprendre que ce qui se fait au niveau de la gestion du pays, c'est de la pagaille, c'est des artifices pour détourner les biens publics, c'est de la coquetterie, c'est de l'amusement et que cela ne peut pas amener loin. Vous comprenez? Donc, le défi actuel, c'est que cette nouvelle Assemblée nationale doit tout faire pour contrôler l'action gouvernementale et faire un effort nécessaire pour que les réformes-là, que tant réclamées par les populations, que tout le monde demande vivement dans ce pays que ces réformes-là se fassent, mais que ces réformes-là, en se réalisant, puissent nous amener vers des avancées démocratiques et non vers des reculs démocratiques. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Parce que le scénario de la nuit de la Saint-Sylvestre de 2002 est toujours gravé dans la mémoire des gens. Donc il faudrait ne pas aller vers ces situations qui nous créent tant de problèmes aujourd'hui sur tous les plans, sur le plan politique et ça veut dire que David, la Cour constitutionnelle vient a donné même les noms des députés élus. Ceux-ci doivent savoir qu'ils ont une lourde mission. On les attend au tournant. Oui, sauf que tous les députés élus n'ont pas été élus par l'ensemble du peuple togolais. Les députés élus... Nulle part, on est élus par l'ensemble. Oui, mais on a vu... Dans toutes les élections, il y a des non-participations. En 2013, les dernières élections, on a vu que c'est l'ensemble de la population togolaise qui allait je ne sais plus trop, mais on avait un taux de participation à peu près 70%. Il y a quand même 30% d'une marge là qui ne participe jamais. En 2010, l'appel lancé était général. Toutes les formations politiques ont appelé leurs militants et leurs sympathisants à aller se faire recenser. Je parle de l'appel au boycott de la C14. Parce que quoi qu'on dise, reconnaissons quand même que la C14 compose une grande partie de l'électorat togolais. À la dernière présidentielle, l'ANC avait eu un électorat... 700 000 voix. Voilà, c'est beaucoup de Togolais. Et donc, 700 000 ou ce pourcentage d'électorat togolais n'a pas été appelé à se faire recenser, donc n'a pas eu le papier administratif nécessaire, dont la carte électorale, pour aller voter. C'est pour ça que je dis que les députés qui ont été élus à l'actuelle législature n'ont pas été élus par l'ensemble du peuple des Togolais. On aurait aimé que ce soit tous les Togolais qui élisent leurs députés à la suite de l'élection. On verra ceux qui vont pouvoir représenter les Togolais à l'Assemblée nationale. Néanmoins,
des députés ont été élus. Tout à fait. Donc, ces députés doivent comprendre qu'ils ont la responsabilité de travailler pour la population et l'ensemble de la population togolaise sans mettre de côté une partie des Togolais qui ne se sont pas accordés à ce processus électoral. Je disais ici une fois déjà que UNIR avait peut-être besoin de ce boulevard pour opérer les réformes. Parce que les choses se bloquaient à l'Assemblée nationale. Pourquoi? C'est dû au fait qu'au sein de cette Assemblée nationale, il y a des partis de l'opposition qui s'opposent aux propositions de UNIR. UNIR également s'oppose aux propositions des partis de l'opposition. Donc il y a un langage de sourds entre toutes les entités politiques présentes à la dernière Assemblée nationale. Maintenant que UNIR a une majorité assez intéressante, les indépendants, quand on prend les 90% des indépendants sont des membres du parti UNIR. Sympathisants bien membres. Sympathisants membres du parti UNIR. Quand on prend les partis politiques présents à l'Assemblée nationale, l'UFC est un partenaire politique de UNIR. Donc UNIR a cette majorité confortable pour véritablement opérer les réformes. Et donc, les députés qui sont à l'Assemblée nationale doivent comprendre la nécessité de surprendre le peuple togolais. Tout à fait. Le surprendre en proposant des tests qui prennent en considération les desiderata du peuple togolais. Et le premier désir du peuple togolais, c'est l'opérationnalisation des réformes. Ça a été contenu dans le rapport de Awanana. Tout à fait. Et donc ces réformes ne doivent ni viser un Togolais, encore moins bloquer un autre. Il faut que ces réformes soient opérées dans l'impartialité pour qu'au milieu se trouve le peuple togolais. Ça, c'est très important. Si cette Assemblée nationale n'est pas capable d'apporter des réponses tant souhaitées par le peuple togolais, si cette Assemblée nationale ne le fait pas, elle sera jugée à la suite des 5 années qu'elle passera au sein de cette institution. En tout cas, le ministre Gilbert Baora a assuré que ce sera le premier chantier de l'Assemblée nationale, les réformes. Mais c'est comme s'il était en même temps le président de l'Assemblée nationale. Vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends que, oui, je comprends que c'est un langage politique, c'est une communication politique qui veut amener les gens à comprendre que cette nouvelle Assemblée va véritablement travailler et que la question des réformes trouvera une solution. Et vraiment avec cette nouvelle Assemblée nationale qui va arriver. C'est vrai que le défi, c'est vrai, il faut aller vers ces réformes. Et je me réjouis quand même que le test que le gouvernement, l'exécutif togolais a proposé et qui n'a pas pu aboutir lors de l'ancienne législature était un test assez acceptable parce que quand vous lisez l'article 59, c'est bien écrit là-bas que nul ne peut faire plus de 2 mandats et la limitation du mandat est consacrée parce que c'est bien dit que c'est un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Donc déjà, il y a des avancées et ça répond au moins au principe de l'alternance. Et si on travaillait véritablement sur ça, que les nouveaux députés là allaient dans ce sens, je me dis qu'on peut avoir des réformes qui reflètent un peu l'aspiration des Togolais. On marque la pause et on revient tout de suite.